Petit, donc pourquoi j'ai choisi ce sujet? Pour plusieurs raisons. Déjà, innovation technologique en lien avec ce MBA, évidemment, parce qu'on va parler, notamment d'IA. Heu, durabilité, c'est en lien avec un premier master que j'ai fait, donc qui était en management et développement durable. Donc j'ai voulu allier ces 2 sujets et secteur alimentaire puisque j'ai travaillé pendant 1 an dans le groupe Carrefour et voilà, je sais que c'est un secteur qui est, qui innove beaucoup en termes d'innovation technologique et de durabilité. Donc en introduction, déjà un petit rappel du secteur. Donc en France, c'est un secteur qui génère, 198 milliards de chiffre d'affaires en 2023 et qui emploie 430 000 personnes et dans le monde, donc c'est un chiffre d'affaires de, 8 000 milliards de dollars et donc avec une croissance annuelle de 3,5 par an depuis 2019. Donc voilà, c'est un secteur qui est porteur, mais bon, en même temps, tant qu'on aura besoin de manger, de toute façon, il y a pas de souci à se faire pour ce secteur. Voilà et comme problématique, donc c'est, comment le secteur alimentaire peut-il optimiser sa chaîne de valeur? Appuie mon écran. Voilà. Comment le secteur alimentaire peut-il optimiser sa logistique afin d'améliorer la chaîne de valeur vers plus de durabilité? Donc, pour répondre à cette problématique, un plan en 4 parties. Une brève histoire du secteur. Ensuite, les nouveaux enjeux auxquels le secteur est confronté aujourd'hui. Les solutions qui existent actuellement. Et enfin, mes recommandations. Donc, une brève histoire du secteur. Donc, j'ai divisé l'histoire du secteur en 5 grandes étapes. Donc, les 2 premières étapes qui sont les plus longues, je vais être bref, qui sont l'âge pré-agricole et l'âge agricole. Donc l'âge pré-agricole, globalement, c'est la préhistoire, hein, donc l'époque des chasseurs-cueilleurs. Et l'âge agricole, c'est donc à partir de la révolution néolithique, donc en 8000 avant Jésus-Christ. Donc là, c'est la pardon, quand l'homme est devenu sédentaire, donc le début de l'agriculture et de l'élevage, mais également les premiers échanges commerciaux. Et cette période a duré jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Ensuite, on a eu l'époque des révolutions industrielles au XIXe siècle, donc là où l'agriculture a commencé à être mécanisée. Donc on voit apparaître les premières innovations technologiques, notamment les tracteurs dans les champs, mais également des nouveaux moyens de transport avec le train, les bateaux. Également une meilleure conservation des aliments avec le froid, la pasteurisation et l'apertisation. Et donc une nouvelle manière de consommer qui se rapproche plutôt de ce qu'on a l'habitude de voir aujourd'hui, c'est-à-dire une consommation avec notamment l'exode rural. Les gens ne cultivaient plus eux-mêmes leur nourriture, ils se rendaient chez des distributeurs pour acheter leur nourriture. Ensuite, on est rentré dans la phase, ce qu'on appelle la société de consommation, après la Seconde Guerre mondiale, donc avec une industrialisation massive de l'agriculture et du secteur en général. La révolution verte, donc, où on a la mise en place, enfin l'utilisation massive d'engrais pour produire plus et de meilleure qualité. Et enfin, donc, la révolution de la distribution. Donc là, c'est l'apparition notamment des grandes chaînes de distribution, notamment en France, Carrefour ou Leclerc, par exemple. Et on est aujourd'hui dans la cinquième phase, donc le 21e siècle, qui fait face à de nouveaux défis, notamment en termes de transport et de coûts logistiques. Donc, en termes, par exemple, d'émissions de CO2, mais également, voilà, en ces périodes d'inflation, les coûts des matières premières sont de plus en plus élevés. Donc, comment le secteur peut faire face à ces problèmes? Également, donc, tout ce qui concerne le gaspillage alimentaire et les déchets, c'est quelque chose que le secteur doit réduire. L'amélioration des conditions de travail, puisqu'on sait que les conditions de travail dans ce secteur sont très compliquées, on va le voir après, et le changement de comportement des consommateurs et les nouvelles exigences de ceux-ci. Donc, quelles solutions existent aujourd'hui? Au niveau des entrepôts, j'ai décidé de présenter 3 innovations, donc les robots, la palettisation automatisée et les exosquelettes. Au niveau des robots, j'ai pris l'exemple d'Exotech, qui est une start-up française qui a développé 2 types de robots. Donc les robots AMR, donc robots autonomes mobiles, qu'on peut voir à gauche sur l'image, qui sont des robots qui sont totalement autonomes, qui vont se déplacer par eux-mêmes dans les entrepôts et qui vont pouvoir notamment porter des charges lourdes. Donc ça va en fait, au lieu que ce soit les employés, les manutentionnaires
qui portent ces charges lourdes et qui doivent se déplacer dans l'entrepôt. Les robots vont le faire, ils vont aller beaucoup plus vite, ça va être beaucoup plus productif. Et donc, ces robots fonctionnent en fait avec des capteurs et de la vision 3D qui sont alimentés par de l'IA évidemment. Et voilà, c'est ce qui les rend en fait 100% autonomes. Et d'un autre côté, on peut voir à droite sur l'image les robots AGV, donc qui sont à guidage automatique. Donc ces robots ne sont pas 100% autonomes, c'est-à-dire qu'ils peuvent se déplacer par eux-mêmes, ils n'ont pas besoin de l'homme. Par contre, ils vont avoir des trajectoires préétablies. Donc notamment en suivant des marqueurs au sol qu'on peut voir sur l'image. Ils vont aussi servir à porter les charges lourdes. Mais voilà, en fait, il y a une distinction entre les deux. À gauche, 100% autonome. À droite, euh, on va dire 50% autonome, puisqu'il a quand même besoin d'avoir un trajet établi. Mais ces deux solutions vont répondre à la problématique de productivité et de conditions de travail, puisque, voilà, en déplaçant les charges, les manutentionnaires, encore une fois, n'ont pas à le faire. Une autre solution, donc la palettisation automatisée. Donc la palettisation, qu'est-ce que c'est? C'est le fait, comme on le voit sur l'image, d'empiler des palettes pour ensuite les entreposer dans l'entrepôt ou les mettre dans les moyens de transport pour ensuite les amener vers les centres de distribution. Et la palettisation automatisée va venir en fait, comme son nom l'indique, automatiser le processus pour être beaucoup plus précis par rapport à ce que pourrait le faire l'homme, donc éviter les erreurs, éviter les chutes. Moi, j'ai pu travailler par exemple dans un magasin Leclerc. Ça nous arrive souvent que les palettes arrivent, que elles tombent en fait parce qu'elles ont mal été disposées ou pendant le transport, elles ont été elles ont été déstabilisées. Donc en fait, cette palettisation va venir apporter plus de sécurité, également plus de productivité, puisque les manutentionnaires n'auront pas à le faire, et donc gagner du temps. Et enfin, les exosquelettes, donc je vous mets une vidéo en même temps que je présente. Ça, j'ai eu la chance de rencontrer l'entreprise German Bionic au salon Vivatech, et donc qui propose ces solutions d'exosquelettes, en fait, qui vont venir, voilà, qui se portent comme un sac à dos par les manutentionnaires. Et en fait, ça va venir compenser 30 à 80% du poids que la personne va porter. Donc pourquoi? Donc déjà pour éviter les problèmes de TMS, troubles musculo-squelettiques, qui sont la première cause d'arrêt de travail dans le secteur manutentionnaire. Et deuxièmement, donc elles sont alimentées par de la data, elles sont alimentées par de l'IA, pardon, pour, euh, pour remonter de la data, et donc cette data va permettre ensuite d'améliorer l'outil, de l'adapter à l'employé, de l'adapter à la charge, au poids de l'objet. Ensuite, au niveau des transports et de la gestion des stocks, trois solutions existent, donc notamment les jumeaux numériques. Donc en fait, le jumeau numérique, c'est une réplique numérique que ce soit l'entrepôt ou que ce soit le trajet de transport. Et ce qui est intéressant ici, c'est que ça va, notamment pour le transport, c'est que ça va permettre d'optimiser les transports, notamment pour décongestionner les zones urbaines. Puisqu'on sait qu'aujourd'hui, c'est souvent un problème, notamment le dernier kilomètre, qui est très coûteux en énergie et très coûteux en argent, puisqu'on perd du temps et on émet énormément de gaz à effet de serre. Et donc, ça coûte, pour les entreprises, c'est vraiment un défi de réussir à réduire ce dernier kilomètre. Et donc, en réduisant les temps de trajet, euh, si on sait que un magasin est dans cette zone, un autre magasin est dans cette zone, on va pouvoir mutualiser le trajet pour n'en faire qu'un. Donc ça également, ça limite les pertes, puisqu'on sait que si le trajet est trop long, les risques de contamination sont croissantes. Donc voilà, ça va permettre de répondre à ces problématiques. Ensuite, la livraison autonome. J'ai pris l'exemple de la Poste, donc ça sort du secteur alimentaire, mais c'est un très bon exemple pour moi, qui livre certains de ses colis par drone, notamment dans les zones rurales, dans les Alpes, puisque c'est des villages qui sont difficiles d'accès. Et donc, j'ai voulu en parler parce que la livraison autonome, pour moi, va se développer dans les prochaines années, premièrement dans les zones rurales. Évidemment, pour une question de réglementation, c'est beaucoup plus pratique. Et voilà, le point positif de cette livraison, c'est qu'elle est 100% électrique, qu'elle limite les poids lourds sur les routes, donc dans le même temps qu'elle décongestionne les routes, et qu'elle est rapide. Et enfin, au niveau de la gestion des commandes et des stocks, donc là, j'ai pris les deux exemples, l'exemple de Smartway et l'exemple de Ida. Smartway, c'est une solution française toujours de Nantes qui,
qui aide les entreprises du secteur alimentaire à réduire leurs déchets, notamment avec de l'IA. Elle va détecter les produits qui ont une date de péremption qui approche, et donc soit faire des dons à des associations, soit les proposer en réduction. Et ça va permettre aux magasins de voir les produits qui ne se vendent le moins, et donc de gérer leurs commandes ensuite. Et également IDA, donc là, qui va venir optimiser les commandes avec de l'IA toujours. Donc en fait, elle va s'appuyer sur les données de vente des précédentes, et elle va proposer, en fait, elle va elle-même passer les commandes au lieu que ce soit une personne qui le fasse. Et enfin, donc, répondre aux nouvelles exigences des consommateurs avec 3 points. Donc, la distribution hybride. Ce que j'appelle distribution hybride, en fait, c'est les nouveaux moyens que les personnes ont pour s'approvisionner, pour faire leurs achats. Notamment le e-commerce, on l'a vu depuis le début du siècle avec l'apparition d'Internet, mais également depuis ces dernières années, le click and collect, le drive piéton qui se sont développés pendant le Covid, et également les magasins automatisés. Donc en fait, c'est des magasins sans personnel. La personne rentre, elle fait ses achats et, euh, et elle repart en fait et elle est débitée ensuite. Donc le secteur alimentaire, c'est vraiment des modes de distribution à développer dans les prochaines années. Puis ils le font déjà, mais à continuer puisqu'on sait que voilà, c'est en pleine croissance. Également, ils doivent développer une consommation plus locale et circulaire, puisqu'on sait que c'est aujourd'hui un souhait de la plupart des consommateurs. Notamment, il y a la plateforme, par exemple, Produits en Île-de-France, qui va permettre aux utilisateurs de commander des produits de la région et donc aller les chercher par Click and Collect. Et enfin, la plateforme Too Good To Go Platform, donc là, qui aide les entreprises à réduire leurs déchets en proposant des colis anti-gaspi au consommateur. Et le consommateur, lui, ça lui permet de dépenser moins pour sa nourriture. Et enfin, la blockchain alimentaire. Donc ça a été développé en 2018 par le groupe Carrefour. Et ensuite, les autres distributeurs ont fait de même. Donc en fait, ça permet de tracer son produit, donc d'informer déjà le client comment a été produit son aliment. Et pour le distributeur, ça va lui permettre de retracer son produit, notamment en cas, par exemple, de rappel produit. Ça va être beaucoup plus simple pour, voilà, pour savoir enfin, où a été vendu son produit. Et aussi également plus de transparence, parce qu'on sait que c'est un souhait des consommateurs aujourd'hui de savoir où est produit leur nourriture et ce qu'elle contient. Donc, mes recommandations, j'ai fait en 3 points. Donc, la première, optimiser les opérations logistiques. Donc, ça passe par une modernisation des transports. Ça, c'est la base. Donc, ça va être passer au 100% électrique. Pourquoi pas reprendre le fret. Également, planifier ses trajets. Donc, ça, avec les jumeaux numériques, notamment, pour éviter voilà, comme on l'a dit, de faire 3 trajets pour des magasins qui sont dans la même zone. Également, réduire l'impact des emballages. Donc ça, j'en ai pas parlé avant, mais des solutions existent. Par exemple, les emballages connectés. Donc en fait, c'est des emballages qui sont déjà produits avec des matériaux plus durables que le plastique et connectés, c'est-à-dire que en fait, il y a un QR code sur l'emballage et le consommateur va savoir. Enfin, en fait, ça reprend un peu l'exemple de la blockchain. Le consommateur va savoir où a été produit son produit et comment il a été transporté. Et également, notamment pour les entrepôts, il y a 2 solutions qui existent. Eclos, que j'ai rencontré à la Paris Retail Week, qui propose des bâches pour la palettisation. Au lieu que ce soit des films plastiques, en fait, c'est une bâche en plastique réutilisable. Et également Pan de Bac qui propose des bacs réutilisables toujours pour la palettisation. Donc en fait, c'est pas des solutions technologiques, des innovations technologiques à proprement parler, mais c'est des solutions intéressantes que j'ai voulu mentionner dans ma thèse. Et enfin, donc lutter contre le gaspillage alimentaire, comme on l'a vu avec les plateformes euh, de- pour redistribuer les nourritures invendues, et également les outils pour optimiser ces commandes. Ensuite, intégrer la technologie pour la durabilité. Donc là, ça va passer par la blockchain pour la transparence et pour la traçabilité.
La mise en place de plateformes entre les acteurs, donc entre le distributeur, entre le producteur, entre le transformateur, pour qu'ils puissent communiquer entre eux, partager leurs bonnes pratiques et mutualiser finalement par exemple leur transport ou mutualiser leurs entrepôts. Enfin, la robotisation des entrepôts, là, ça va plutôt être pour une question de productivité et de conditions de travail des employés, pour améliorer leurs conditions de travail, mais également en fait limiter leurs arrêts maladie, et donc ça va avec la productivité. Et enfin, optimiser la livraison urbaine. Donc là, ça va passer par de la mobilité douce ou par exemple la création de micro-hubs urbains pour limiter en fait les poids lourds en ville et décongestionner le trafic. Et enfin, donc, un engagement entre les parties prenantes. Donc là, ça va être la mobilisation des équipes internes. Ça va passer par la formation, leur faire comprendre les enjeux du secteur, leur faire comprendre l'intérêt d'opter pour ces innovations technologiques. On parle souvent, par exemple, que la technologie pourrait remplacer l'employé. Non, en fait, ça vient se compléter. Donc leur faire comprendre ça, faire comprendre aux manutentionnaires que les robots ne vont pas venir les remplacer, mais qu'elles sont là pour leur faciliter la tâche, pour eux-mêmes pour qu'ils puissent eux-mêmes faire des tâches beaucoup moins chronophages et beaucoup plus intéressantes. Ensuite, collaborer avec les acteurs externes. Donc là, en fait, ça va collaborer que les distributeurs collaborent entre eux, que les industriels collaborent entre eux pour s'échanger leurs bonnes pratiques. Et par exemple, pourquoi pas euh, se partager leur transport. Par exemple, si on sait que deux entrepôts de deux entreprises différentes sont à proximité, pourquoi ne pas faire qu'un seul trajet si on sait que les produits vont au même endroit? Ça fera économiser de l'argent aux deux, et ça fera enfin, ça améliorera leur empreinte carbone. Et enfin, apporter de la transparence totale, que ce soit donc pour les consommateurs notamment, puisque donc en fait leur expliquer totalement comment leurs produits enfin, sont produits, comment ils sont acheminés, leur politique interne, enfin voilà, est totalement transparent, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, une entreprise transparente a beaucoup plus de chances d'attirer des consommateurs. Et enfin, travailler avec les responsables politiques. Donc là, ça va passer par les élus locaux, notamment en termes de gestion de la ville. Donc, faire en sorte qu'ils aménagent des espaces pour qu'ils puissent transporter plus facilement leurs marchandises. Également qu'ils puissent créer, par exemple, des micro-hubs urbains, comme on l'a vu avant, pour entreposer les produits en ville et limiter les trajets. Donc voilà, en fait, ça va être collaboré entre tous les acteurs du secteur et les responsables politiques. Voilà.